Moi, je suis Juliana. Je viens de faire 49 ans et je suis brésilienne. Je suis en France, ça fait 5 ans. Je suis venue pour développer la nage en eau libre chez Decathlon. Et aujourd'hui, on va faire un podcast pour parler de la nage en eau libre. Bienvenue dans Conseil de sportif. Ce podcast est le podcast utile qui vous accompagne dans votre pratique, vous aide à reprendre le sport et vous partage des histoires de sportives ordinaires, mais qui vivent des aventures extraordinaires. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de quoi ? On parle de nage en eau libre. Bonjour Juliana, et puis merci d'être avec nous. Alors maintenant qu'on sait qui tu es, est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté la nage en eau libre ? Bon, j'ai commencé comme nageuse de piscine. J'ai fait la natation master pendant beaucoup des années. Et un jour, je suis allée faire avec des amis la natation, une compétition de nage en eau libre. Et je suis tombée complètement amoureuse de cette discipline. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de compétitions et des traversées, et compris la traversée de la Manche en relais des 4 femmes. C'était la première, les premières relais des femmes à faire l'aller-retour de la Manche. Je fais aussi les tours de Manhattan à la nage, et aussi j'ai traversé les 3 de Gibraltar. Bon, alors moi j'ai besoin de savoir, parce que c'est vrai que moi par contre, contrairement à toi, je ne suis pas une grande nageuse, mais j'ai besoin de savoir ce qu'est la nage en eau libre. Concrètement, ça veut dire quoi ? La nage en eau libre, bon, c'est la natation normale, mais en dehors de nos piscines, donc dans un lac, dans la mer, l'océan, nager avec toute la liberté où on veut. Pour toi, les bénéfices premiers, les atouts premiers de cette pratique, ça serait quoi pour toi ? Je pense qu'avant tout, c'est bon, comme la natation, c'est le bien-être mental et physique. Et je pense qu'il y a une chose, c'est très particulier de la natation en eau libre, qui c'est les dépassements personnels. Parce que c'est pas évident de nager sans voir, par exemple, les fonds. Et ça peut être un grand frein à la pratique, parce qu'il y a des gens qui ont peur de pas voir les fonds. Et quand la personne, elle se dépasse et qu'elle voit qu'elle peut faire, en général, c'est vraiment, c'est comme avec moi, c'était un coup de foudre. C'est une chose on passe à aimer cette pratique. Et je pense qu'il y a aussi une côté qui c'est les liens sociaux. C'est un grand bénéfice parce que normalement, comme on fait avec des amis, un groupe, donc normalement, c'est un moment de partage avec des autres personnes. À quel moment comment tu disais là, le dépassement de soi, c'est arrivé assez vite, et comment tu t'es dit ok, maintenant c'est bon, je n'ai plus peur du fond, même si je ne le vois pas. Qu'est-ce qui a basculé à un moment donné dans ta tête, ou c'est à force de pratiquer, je sais pas. Ouais, c'est exactement ça. Je pense par exemple, quand j'habitais au Brésil, j'habitais à São Paulo, donc ma pratique, elle était plutôt la natation, et les week-ends, j'essayais d'aller à la mer, des endroits que je pouvais nager en eau libre. Donc c'était pas très très régulier. Et quand je suis venue ici en France pour travailler, et que j'habite devant la mer, et là que je commence à être beaucoup plus à l'aise, tu vois, c'était beaucoup des années après. Mais aujourd'hui, je peur de rien. Et en fait, je pense que c'est l'habitude. C'est vraiment voir qu'il n'y a pas des dangers. La mer, elle a que des merveilles à nous offrir. Et la nage en eau libre, c'est pour qui ? C'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants ? Et la nage en eau libre, c'est pour tous. Vraiment, c'est un sport qui est... Bon, les compétitions, normalement, elles commencent vers 14 ans. Mais même les enfants, ils peuvent pratiquer la natation dans la mer. C'est un sport vraiment populaire, on va dire démocratique. Et il y a même une curiosité qui c'est dans les compétitions avec des grandes distances, donc c'est plutôt l'endurance. C'est un des sports qu'il y a moins d'écart entre les résultats des hommes et des femmes.
Il y a même une compétition en Italie, que c'est qu'on va des Capri à Naples, et qui les records de la compétition, il appartient à une femme. Et donc voilà, c'est un e-sport qui c'est pour tous les âges. Tous les âges. Ouais, ça fait de plaisir parce que des personnes âgées, des personnes plus jeunes, donc c'est cool. Vraiment, c'est démocratique. Et quand tu démarres, tu dois démarrer avec un certain équipement? Pour démarrer, tu as besoin que d'un maillot de bain, des lunettes et je conseille toujours une bouée de sécurité pour être vu, surtout s'il y a des bateaux dans la région que vous allez nager. C'est comment cette bouée de sécurité? C'est une bouée, tu attaches à la ceinture. Et elle est liée par une sangle et c'est une bouée qui normalement elle est d'une couleur très visible. Comme ça, les bateaux, par exemple, ils vont te voir et pas te percuter pendant ta pratique. Et aussi, quand on est fatigué, par exemple, on peut se tenir sur la bouée et reposer un peu et après continuer. Tu parlais de maillot de bain, et c'est pas une combi plutôt? Ça dépend. Quand c'est l'été, donc on peut aller en maillot de bain, ça va dépendre vraiment de la température de l'eau. Et donc pendant l'hiver, normalement, on va nager avec une combi. Il y a même des combis plus épaisses et moins, qui c'est par rapport à la température d'eau. Et quand on va nager pendant l'été ou dans l'eau plus tempérée, donc on peut aller en maillot de bain, tranquille. Donc juste ça. Et les lunettes, c'est pareil, c'est des lunettes classiques ou il y a une spécificité sur les lunettes de nage en eau libre? Non, on peut nager avec des lunettes normales, on va dire, tous les types de lunettes. Les plus importants, c'est que les lunettes soient bien confortables, parce que normalement, en eau libre, on va pas trop s'arrêter et on va passer un peu plus de temps direct avec la lunette sur la face. Donc, il faut bien être une lunette avec beaucoup de confort. Et c'est cool que si elle est en champ des visions un peu plus larges, comme ça tu peux voir plus dans l'eau et dehors pour les repères par rapport à où on va aller. Demain, je veux démarrer. Est-ce qu'il vaut mieux que je démarre avec quelqu'un comme toi, par exemple, qui va m'accompagner ou je peux démarrer en mode solo? Moi, je conseille toujours accompagner. C'est pas seulement pour la sécurité, parce que je pense que c'est toujours bien de faire des e-sports comme ça accompagnés pour la sécurité. Donc, si on a une malaise ou si on est fatigué, il y a toujours quelqu'un à côté pour aider. Mais surtout accompagner pour partager les moments. Parce que c'est vraiment un moment de plaisir qui normalement on nage un peu, on papote un peu quand on arrête. Par exemple, il y a toujours des bouées, des marquages dans la mer. Et normalement, on fait des parcours entre chaque bouée et tout ça. Et normalement, on arrête un peu, on papote un peu et on continue. Donc, pour moi, l'accompagnement, c'est pas obligatoire, mais ça fait beaucoup plus de plaisir de faire avec des amis. Tu as parlé quand même là de sécurité. Il y a des choses quand même que je dois savoir, qu'on peut donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent. Tu vois, il y a des trucs vraiment importants à signaler. Ouais, la sécurité en eau libre, c'est fondamental. Comme j'ai dit déjà, porter une bouée, c'est toujours conseillé. Et une autre chose aussi, c'est toujours quand on va nager, surtout dans les endroits où c'est la première fois qu'on voit, on va. Toujours de voir les conditions climatiques, des vents, des marées, des courantes, parce que tout ça, ça va faciliter ou être une difficulté pour la natation. Donc, nager avec des vagues, c'est différent de nager dans une baie, par exemple, qui l'eau, elle est plus calme. Est-ce qu'il y a des endroits, des spots que tu as envie de nous recommander? Alors, peut-être aussi bien pour ceux qui auraient envie de démarrer, ou alors après, peut-être d'autres. Fais-nous rêver avec des spots pour peut-être les plus experts. Je conseille surtout aller dans les endroits où l'eau elle est claire
et calme parce que il y a des baies, par exemple les calas des Majorques sont très jolies. La Corse, il y a plein des endroits où on peut nager avec de l'eau calme et très claire pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est ça, c'est un peu participer de la vie sous l'eau. Et voir les poissons, voir les coraux et je pense que ça fait l'expérience plus magique. Si on veut partir à une chose, on va dire un peu plus des rêves, j'ai nagé déjà par exemple au Maroc, à Dakhla. On appelle un swim trek, donc c'est une compétition de 4 jours. On va dire c'est plutôt une expédition qu'une compétition. Et c'était incroyable de nager dans un lagon à côté de désert. Donc ça, c'est vraiment magique et c'est des choses qu'on n'oublie jamais. On note. Ouais. C'est une discipline olympique? Oui, ça fait pas longtemps parce qu'elle est devenue olympique à Pékin en 2008. Mais il y a une chose que c'est drôle parce que juste au début des Jeux Olympiques, en fait, je sais pas si à l'époque il n'y avait pas des piscines disponibles, je sais pas pourquoi, mais la natation dans les Jeux Olympiques, elle était faite en eau libre. Et après, les modalités, elles ont passé à la piscine. Et c'était qu'en 2008 qu'elle est vraiment devenue une modalité olympique avec la distance de 10 km. Et aujourd'hui, la championne olympique, c'est Ana-Marcela Cunha, qui c'est une Brésilienne. Et les champions, c'est Florian Wellbrock, qui c'est un Allemand. Et j'ai une dernière question pour toi, enfin pour nous tous aussi là. Historiquement, il y a quelque chose à savoir sur la naissance en fait de la nage en eau libre. La nage en eau libre, en fait, elle est née, on va dire, très poétiquement. Parce que c'était un poète anglais, c'est Lord Byron. Oui, il a commencé à pratiquer la nage en eau libre en 1810. Et en fait, c'était pour rencontrer son amoureuse. Parce qu'il traversait les trois des Dardanelles pour rejoindre cette fille-là. Et donc, c'est vraiment romantique. Est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent la nage en eau libre comme complément à une autre activité sportive parce qu'elle est hyper bénéfique? Alors, peut-être que tu vas me répondre le triathlon, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre sport qui serait hyper, j'en sais rien moi, complémentaire ou... Tu sais ça? Comme les triathlons, en fait, aujourd'hui, on va dire, c'est un nouveau sport. Il y a quelques années qu'ils ont commencé à faire. Ça s'appelle Swim and Run. Et donc, c'est la pratique de la nage en eau libre enchaînée avec la pratique de trail. Donc, la course à pied en trail. Et en fait, plusieurs fois. C'est pas comme les triathlons qui ont fait natation et vélo et course à pied et c'est fini. Les swim and run, normalement, on fait nager, courir plein de fois pour aller faire les parcours. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi des gens qui font la natation et la nage en eau libre pour un complément, par exemple pour les vélos, pour la course à pied, parce que c'est un sport qui il exige beaucoup les cardio et pas beaucoup de musculaire des jambes. Donc, c'est un moment que tu peux quand même s'entraîner le cardio, mais que tu peux faire reposer un peu les jambes qui sont déjà fatiguées de la course à pied et des vélos. Quand tu pratiques la nage en eau libre, c'est obligatoirement du crawl ou tu peux faire la brasse coulée ou tu fais ce que tu veux? Ouais, tu fais qu'est-ce que tu veux, n'importe. On peut faire toute une traversée en brasse, il n'y a pas de souci. La seule chose qui, je pense que c'est plus difficile, c'est nager les dos. Parce que les dos, tu vois pas les repères, donc c'est un peu difficile. Mais bon, quand même, on peut faire. D'accord, très bien. Même les chiens. Même les chiens, même le chien. Faire le petit chien. Ah bah moi, je pense que c'est la pratique que je vais adopter. Oui. Merci, Juliana. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandrine. Un changement à vous annoncer pour la rentrée des podcasts Décathlon. Sur la chaîne des conseils,
On va continuer à écouter des conseils sur le sport, sur la santé, sur le bien-être avec un format assez court, voilà, pour vous accompagner dans la pratique ou vous aider à reprendre le sport. Et une fois par mois, je vous propose un format un petit peu plus long qui va vous permettre de vous évader, de vous divertir, de vous donner envie grâce à des histoires et des aventures. Et j'ai souvent tendance à dire de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. J'espère que ça vous plaira, ce petit changement de chaîne, cette nouveauté. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ma boîte mail podcast.decathlon@gmail.com et tout ça en minuscules. J'attends vos retours. Merci et bonne écoute.